Je me présente, je suis Linda Boubendir, je fais partie d'IC Consult depuis une année et j'occupe le poste de chef de projet en gestion des identités et des accès. Je passe la parole à Romain pour se présenter. Oui, et pour ma part, donc Romain Liénard, je suis ingénieur avant-vente chez Delinéa depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant, et donc je couvre l'ensemble du portfolio logiciel de Delinéa qui s'étend du PAM à l'EPM en passant donc par les deux sujets du jour, l'ITDR et le KIEM. Merci Romain. On commence la présentation d'IC Consult. Donc IC Consult, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un cabinet de conseil international spécialisé dans la gestion des identités et des accès. Il a été créé en 1997. Son siège est basé en Allemagne et nous sommes présents dans plus de 12 pays. Donc, je les cite rapidement. On est présent en Allemagne, en Suisse, en France, en Belgique, en Bulgarie, en Espagne, en Chine, en Angleterre et aux USA. J'espère que je n'ai pas oublié certains pays. Nous sommes fournisseurs de services managés et on va découvrir ce que c'est dans les slides présents. Au sein d'IC Consult, donc nous sommes 850 consultants qui ont comme domaine principal la gestion des identités et des accès. Nous sommes fournisseurs indépendants avec plus de 30 partenariats et avec un badge intégrateur privilégié ou intégrateur premium. Cela veut dire que les éditeurs eux-mêmes nous recommandent aux clients. Et nous avons un score NPS de 91. Donc le NPS, c'est le Net Promoter Score. Et c'est un score qui permet de mesurer la satisfaction du client. Donc généralement, un score de 70 est considéré comme bon. Donc comme vous le voyez, on est à 91 et donc c'est un très bon score. Et cela veut dire que nos clients sont très satisfaits et nous avons eu des retours très positifs de leur part. Nous sommes reconnus aussi par Gartner et nous sommes bien classés en haut à droite sur Gartner. On passe au deuxième slide. Et sur ce slide, donc comme vous le voyez, il résume un petit peu ce qu'on vient de dire pour le premier slide. Nous sommes présents un peu partout dans le monde, dans plus de 12 pays. Nous avons plus de 300 projets actifs en ce moment. Nous avons plus de 850 consultants, plus de 30 partenariats avec des éditeurs, avec des badges bien classés. Et à titre d'information, nous avons fait plus de 144 millions d'euros en 2023. On passe au slide suivant. Donc, chez IC Consult, nous proposons du service managé pour l'intégralité du cycle de vie. Donc, qu'est-ce que c'est que le service managé? Moi, personnellement, j'aime bien les classer en deux types. Le premier type, il sert à couvrir le monitoring et le maintien opérationnel de la solution du client. Donc, nous avons des équipes dédiées qui connaissent bien la solution et qui sont certifiées à ces solutions, qui font des vérifications quotidiennes des serveurs, des job queues, des synchronisations et traitent aussi tous les incidents qui peuvent y arriver. Ce service peut être proposé en 5/7, donc 5 jours par semaine de 8h jusqu'à 18h, ou bien ça peut s'étendre pour être du 7/7, 24h/24, en fonction du besoin du client et en fonction de l'activité et du domaine du client. Le deuxième type de service qui est un peu plus large, et c'est un service on demand. Il peut inclure l'intégration de la solution, l'amélioration de certains services, l'amélioration des process, l'analyse de l'existant et avec du conseil, de l'audit et du conseil derrière. Je passe au quatrième slide. Donc sur ce slide, nous avons un petit peu regroupé nos clients par type d'activité et par domaine. Donc, on travaille avec des clients sur différents domaines, donc des clients du domaine de constructeurs automobiles. On va à Audi, on va à Mercedes, on va à BMW. Des entreprises qui sont dans le domaine de l'énergie, donc on a bien Safran, Siemens, Thales. On travaille avec des banques et des assurances, avec des entreprises qui font de food industry, donc c'est l'industrie alimentaire.
des boîtes chimiques et pharmaceutiques, aussi des institutions gouvernementales et aussi des entreprises qui font de la logistique comme logistique. Donc on voit bien qu'IC Consult est quand même très présente dans le marché et elle est quand même assez diversifiée et elle a des domaines, elle travaille dans des domaines très différents. Je passe au dernier slide. Et donc, sur ce slide, le but est quand même de faire un focus sur les points forts d'IC Consult. Donc, j'ai choisi 3 points. Le premier, c'est les éditeurs, c'est les certifications éditeurs. Donc, il faudrait savoir que tous nos consultants sont certifiés à la solution avant d'aller vers le client, avant d'aller et commencer à travailler sur un projet client. Donc, évidemment, nous avons plusieurs niveaux de certification qui peuvent différer d'un consultant à un autre en fonction du rôle qu'il a dans le projet. Donc, on peut avoir un consultant fonctionnel qui a besoin d'une certification assez globale sur un produit, contrairement à un expert technique qui a besoin d'une certification quand même assez élevée. Ça peut être de l'associate si on parle de Delinea pour travailler chez un client. Donc, Delinea nous permet de former nos consultants, à travers les différentes certifications qu'elle propose pour ces différentes solutions qui peuvent être du server suite, du PAM, du lifecycle management, ainsi de suite. Le deuxième point fort d'IC Consult, ça va être nos centres d'excellence. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un centre d'excellence? C'est une structure qui regroupe tous les consultants qui travaillent sur une solution donnée. Donc, comme nous le voyons à droite, un centre d'excellence est constitué d'un CTO tout en haut. Et on a au-dessus un senior vice-président entreprise qui est en tête de tous les centres d'excellence. Et on a un centre d'excellence par solution. Donc, pour le PAM et pour Delinea, nous avons Monsieur Johannes OR, expert Delinea et responsable de tous les consultants qui travaillent sur Delinea. Donc, il les aide, il les oriente, il les forme et il surveille il suit leur évolution et leur certification pour Delinea. Le dernier point, ça va être les projets internationaux. Donc, nos consultants ne travaillent pas que sur des projets locaux, mais sur plusieurs projets à l'international. Et cela leur permet d'avoir une vision transverse sur les différents projets d'IC Consult et aussi une vision sur la stratégie d'IC Consult à l'international. Donc, pour terminer la présentation d'IC Consult, j'ai choisi parmi la liste des clients chez qui nous avons intégré déjà Delinea. Donc, nous avons Porsche Informatique qui font du développement software en Australie, Buller qui font la fabrication des machines industrielles en Suisse et SHKB qui est une banque suisse. Alors, je termine la présentation d'IC Consult et on passe à la présentation des deux solutions Delinea. Alors, hop, merci Linda. Donc, à mon tour de faire la petite partie contractuelle obligatoire sur qui est Delinea, et c'est d'autant plus important que Delinea en France n'est pas forcément la plus connue, on n'est pas forcément les plus connus des acteurs du PAM. D'une part, parce qu'on a changé de nom déjà il y a quelques temps, il y a 2-3 ans maintenant, on a changé de nom. On est issu de la fusion entre une société qui s'appelait Tycotic et une société qui s'appelait Centrify, et donc qui étaient déjà à l'époque deux acteurs majeurs du PAM, alors à différents niveaux. Tycotic était plus sur le PAM, le vaulting de comptes, etc., là où Centrify était plus sur les aspects problématiques d'AD bridging, par exemple. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui font de l'AD bridging avec nos solutions un peu partout dans le monde. Et donc Delinea est né de cette fusion. Delinea est né de cette fusion et a su garder un peu le meilleur de ces deux sociétés. Et pour conserver son ADN, donc Delinea est une société qui a toujours eu dans son ADN de proposer des solutions simples. Alors ça a l'air de rien simple, mais c'est vrai que le PAM a été longtemps considéré comme un sujet compliqué techniquement, technologiquement, et notre approche un peu disruptive à l'époque, et je dis à l'époque parce qu'effectivement Tycotic a été créé en 1996, donc encore une fois on n'est pas totalement tout neuf non plus sur le marché, mais a toujours été vu comme quelque chose de compliqué, et donc Delinea est venu avec des solutions qui se voulaient simples à installer, simples à opérer, simples à administrer au quotidien et à utiliser. Voilà. Donc tellement simple que d'ailleurs la plupart de nos solutions sont toujours aujourd'hui téléchargeables par tout un chacun sur notre site internet. On peut télécharger notre PAM, l'installer
et jouer avec pendant un mois, par exemple, pour vérifier que ça vous convient. Donc ça a l'air de rien, mais une technologie PAM qu'on peut installer soi-même et tester soi-même, sur le marché du PAM, c'est super rare. Voilà. Donc c'est ce qui nous rend effectivement un peu différent des autres. On est à ce titre considéré comme un leader sur le marché du PAM depuis de nombreuses années maintenant. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, on est en haut à droite de chaque reporting, que ce soit le Forrester, le Kuplinger Call, le Frost & Sullivan, ou même pourquoi pas le Gartner, effectivement, puisque la semaine dernière, il est sorti. On est encore en haut à droite. On est même plus qu'en haut à droite, on est carrément premier sur les aspects d'exécution, par exemple, donc en termes de capacité à exécuter, capacité à délivrer. On est premier du Gartner et on est deuxième techniquement sur la partie innovative. Pour différentes raisons que je ne vais pas détailler, mais tout ça pour dire qu'on est vraiment reconnu comme un leader sur le marché depuis de nombreuses années et qu'on a une dynamique qui est actuellement très positive par le jeu de nos rachats successifs de différents acteurs du marché, dont les sujets du jour d'ailleurs, que sont le KIEM et l'ITDR, deux familles de produits que nous n'avions pas au catalogue l'an dernier et qu'on a acquis et qu'on a d'ores et déjà fusionné avec notre plateforme technologique, la Delinea Platform, et donc ça va être un peu le sujet du jour. Donc, l'idée de Delinea, c'est vraiment de fournir des solutions simples, intuitives, faciles à déployer, faciles à utiliser. On voit sur la droite les reviews, les diverses reviews qu'on a, notamment celle du Peer Insight que moi personnellement j'aime beaucoup parce que le Gartner Peer Insight, c'est les reviews utilisateurs du Gartner. Donc on a des milliers de reviews qu'on peut ensuite derrière classer par type d'industrie, par exemple, si vous voulez avoir des avis d'utilisateurs de sociétés de la même taille que la vôtre. Donc, je vais juste vous envoyer le lien dans le chat du PAM Peer Insight. Alors, attendez, hop, j'ai perdu le lien. Hop, j'ai perdu mes fenêtres. Voilà. Donc, je vous mets dans le chat le lien du PAM Peer Insight. Comme ça, vous avez de la lecture après la session si vous voulez en savoir plus. Et donc, là, vous allez voir que dans ce PAM Peer Insight, on est les leaders en termes de review et depuis de nombreuses années. Et les justifications de ces bonnes notes sont toujours les mêmes. C'est ce que je viens de dire sur les aspects simples, faciles à installer. Voilà, aujourd'hui, quand on fait un POC Secret Server, un POC de notre PAM par exemple en mode SaaS, en une heure, si toutes les étoiles sont alignées, tout marche et tout fonctionne, quoi. Voilà. Donc là, voilà, donc là, je ne vais pas trop m'attarder, je viens de le dire, donc c'est pour dire qu'on est effectivement en haut à droite de chacun des reportings d'analystes. Et donc là, le portfolio Delinea pourrait se résumer dans notre plateforme. Notre plateforme, c'est une solution intégrée de toutes nos briques, qui sont aujourd'hui des briques techniquement indépendantes. C'est-à-dire qu'on a des solutions de PAM, on a des solutions de PM, on a plusieurs solutions de PM d'ailleurs. On a une solution de KIEM, on a une solution d'IAG même récemment, puisqu'on a racheté une société qui s'appelle FastPass qui fait une solution d'IAG. Mais ces solutions ont été fusionnées, mergées dans une seule et même interface qui s'appelle la Delinea Platform. Et en fait, l'idée, c'est que nos clients vont être capables ensuite, au gré de leurs besoins, finalement, d'activer des souscriptions dans cette plateforme pour débloquer les fonctionnalités qui les intéressent et ne pas avoir finalement tout d'un coup, ce qui serait une bêtise sans nom pour ne rien vous cacher, puisque nos clients qui veulent tout faire d'un coup, en général, le regrettent très très vite. Le PAM, c'est un sujet qui est vaste, qui est complexe, et il faut y aller étape par étape. La brique numéro 1, tout en haut à gauche, par exemple, de la sécurisation des credentials est importante. On commence par prendre ses comptes, les volter pour ensuite en assurer les accès, auditer les accès, surveiller les accès. Ensuite, une fois qu'on s'intéresse aux comptes des machines, on va commencer à regarder les comptes applicatifs, on va regarder les comptes de services, et petit à petit, on va s'intéresser aux populations extérieures aussi, qui ont peut-être des fois besoin d'accéder à vos assets en interne. Et ensuite, seulement en général, on s'attaque à la gestion des privilèges, le surprivilège. On a aujourd'hui beaucoup d'utilisateurs de PAM qui oublient que le PAM avec des comptes surprivilégiés, c'est malheureusement un trou dans la raquette, comme on dit, car si je me connecte à travers un PAM avec trop de droits, et ben même si le PAM derrière audite mes accès, surveille mes accès, une fois que je suis connecté sur une machine Windows, sur une machine Unix, en tant que root ou en tant qu'admin de domaine, et ben derrière je peux faire des grosses bêtises avec ce compte. Et donc se posera très vite la question, est-ce que j'ai réellement besoin de me connecter en tant que root ou en tant qu'admin de domaine? La réponse très souvent est non. On peut se connecter avec un compte avec beaucoup moins de droits que ça, voire même avec un compte qui n'a absolument aucun droit. Et derrière, on va être capable de redonner les droits à la volée en mode qu'on appelle just in time, just enough privilege à l'utilisateur pour que, en fonction de son rôle, effectivement, si je suis DBA et que je suis connecté sur une machine qui héberge une base de données, j'aurai le droit, à titre exceptionnel, de redémarrer le service Postgre, par exemple. Mais je n'aurai pas le droit de faire quoi que ce soit d'autre. Je ne suis pas root sur la machine, je ne peux pas créer de compte, je ne peux pas modifier les mots de passe, etc., etc.
En haut à droite, la solution de gouvernance, donc IGA, qu'on a racheté donc, en fin d'année dernière. Donc c'est une solution vraiment de gouvernance comme on en connaît, donc avec de la campagne de recertification, avec derrière de la refactorisation de permissions, etc. Aujourd'hui, elle est totalement indépendante, elle n'est pas encore mergée à notre plateforme, mais l'objectif, c'est qu'elle soit mergée à notre plateforme et que, bien évidemment, on tire parti de certaines fois. À chaque fois qu'on merge une technologie à notre plateforme, on essaie de tirer parti de cette synergie, de faire une synergie, en fait, un effet de synergie pour prendre certains use cases de cette technologie et l'orienter PAM. Voilà. Pour l'idée étant que plus qu'une solution d'IGA, on est derrière nous des scénarios d'IGA orientés PAM qui soient vraiment au-dessus des autres sur le marché. Donc c'est toujours aussi un peu pour ça qu'on fait ces rachats très, très stratégiques pour nous, c'est pour améliorer notre segment principal qui reste quand même le PAM. Voilà. Et donc le sujet du jour qui nous intéresse, alors side note tout en bas, les plateformes services, effectivement, de manière transverse, on a sur l'ensemble de ces briques-là, du coup, des fonctionnalités portées par cette plateforme elle-même, à savoir par exemple le MFA. Donc quand je me connecte sur ma plateforme, je vais avoir du FIDO2, je vais avoir du Delinea Authenticator, par exemple, notre application mobile. Peu importe, on va avoir de l'audit centralisé, de la découverte des comptes, etc. Mais tout ça, donc, c'est centralisé, c'est transverse à tous les produits. C'est aussi un effet de synergie qui est possible grâce à la plateforme. Et justement, de manière transverse toujours, le sujet du jour, à savoir le KIEM et l'ITDR, qui sont des sujets qui sont totalement liés, hein, d'ailleurs l'un ne va pas sans l'autre en général, hein, puisque ça va permettre de faire de la détection, enfin de la découverte des comptes, mais là où jusqu'à maintenant on faisait de la découverte de comptes plutôt localisée sur les systèmes on-prem, on va faire de la découverte de comptes et de permissions sur les environnements multi-cloud. Donc ça va être de la WS, du GCP, etc. Et on va y revenir un petit peu plus tard. Donc je ne vais pas trop en parler sur ce slide-là, mais on verra que c'est vraiment le sujet du jour. Donc découvrir les privilèges dans le cloud et ensuite s'assurer que, tout comme on le faisait déjà pour les serveurs Unix, les serveurs Windows, etc., et bien que les utilisateurs n'ont pas trop de privilèges et ne puissent pas faire trop de choses dangereuses sur ces environnements, sur ces environnements multi-cloud. Donc aujourd'hui, on va parler de deux choses, on l'a vu, hein, donc c'est la notion de KIEM et la notion d'ITDR. On va parler de sécurité d'identité et pourquoi les identités sont un vrai problème aujourd'hui dans la cybersécurité, et comment en 5 étapes assez simples finalement, on arrive à reprendre le contrôle de ces identités grâce à des solutions de KIEM et d'ITDR. Donc la problématique de base de l'identité, elle est assez simple, hein, c'est qu'aujourd'hui nos clients ont de plus en plus d'environnements multi-cloud, ils ont de l'Okta par exemple pour l'authentification, ils ont de l'AWS, du GCP ou de l'Azure pour des clusters Kubernetes ou autres joyeusetés. Les utilisateurs n'ont pas forcément en place de la fédération d'identité, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas un compte, mais ils ont peut-être 5, 6 comptes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un compte Romain Liénard sur Okta, ils vont avoir un compte Romain Liénard sur AWS, un autre sur GCP. Techniquement parlant, c'est donc bien des comptes différents. On n'est pas capable aujourd'hui d'avoir une big picture sur l'activité de Romain Liénard sur l'ensemble de ses comptes, parce que justement, c'est des comptes différents, il n'y a pas forcément de corrélation entre tout ça. Et du coup, s'il y a une menace qui pèse sur l'identité de Romain Liénard, finalement, on ne va pas forcément être capable de la voir. On ne va pas être capable de dire à un instant T quelles sont les permissions de Romain Liénard sur l'ensemble de ce périmètre, parce qu'il y a trop de systèmes, parce qu'on n'a pas la main forcément sur tous ces systèmes, et du coup, on est un peu dans le brouillard. Donc la première idée, c'est déjà, est-ce qu'on ne peut pas reprendre de la visibilité sur tout ça, une interface unique qui nous permettrait d'avoir des insights sur l'ensemble de ces données, prendre toutes les identités de ces environnements et derrière être capable de retracer finalement l'identité, son cycle de vie, ses permissions qu'elle a obtenues, ses groupes, ce qu'elle a le droit de faire sur chacun des systèmes, et voir est-ce qu'il n'y aurait pas des permissions qui se montent dessus, par exemple. Donc une permission où quand je la donne, derrière, attention, cet utilisateur, il a le droit d'effacer toutes les VM de votre cluster Kubernetes, par exemple. Tiens, cet utilisateur, aujourd'hui, il n'est pas admin, mais il pourrait très facilement le devenir grâce à telle ou telle permission, par exemple, ce qu'on appelle les shadow admin dans le jargon. Et également, pourquoi pas, les problématiques des identités non humaines, qui sont aussi très souvent des fois surprivilégiées, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un compte de service quelconque qui va aller lire votre AD en mode read-only pour aller, je sais pas, moi, chercher les computers dans une OU, et puis ce compte, il se retrouve avec les droits d'admin au domaine. Ça, par exemple, non. Voilà. Donc, c'est le genre de choses qu'on aimerait bien savoir pour être capable derrière de retirer les permissions de ces comptes surprivilégiés qui, s'ils se font brute forcés ou autres, sont derrière une véritable porte ouverte sur votre SI et vous avez un très très gros problème. Donc reprendre de la visibilité, mettre en avant les utilisateurs à risque et derrière prendre les mesures qui vont bien pour éventuellement améliorer notre posture de sécurité sur l'identité au sens large. Donc justement, ça passe par la refactorisation. Donc une solution de KIEM, comme la nôtre, on le verra, est capable
d'identifier les permissions qui ne sont pas utilisées par les utilisateurs. Donc elle va, une fois qu'elle a téléchargé donc les identités, elle va télécharger les logs par exemple, et elle va très vite se rendre compte que l'utilisateur, bah, par exemple, il est admin du cluster, mais il n'a jamais fait aucune tâche d'administration sur le cluster par exemple. Bon, et ben ça, vous dire, bah, est-ce que ce serait pas le bon moment de retirer la permission de cet utilisateur, puisque de toute façon il ne s'en sert pas, et que c'est au mieux un risque, et au pire un très grave danger. On va également, pourquoi pas, détecter les problématiques de mauvaise configuration. Donc, un utilisateur qui aurait, par exemple, une permission qui, combinée à une autre, eh ben, pourrait arriver à un combo dévastateur. Et donc, l'idée, c'est que on vous aide à voir ce genre d'attaque potentielle pour que derrière, vous puissiez, de manière proactive, retirer la permission problématique à l'utilisateur. Et enfin, découvrir également les comptes, ce que j'évoquais juste avant, de services qui sont beaucoup trop puissants pour ce qu'ils ont besoin de faire, et derrière, pourquoi pas réduire leurs permissions, leur donner que des droits en lecture, et pourquoi pas sur certaines OU de l'AD par exemple, et pas tout l'AD, ce qui des fois n'a non plus absolument aucun sens. On va être capable derrière, alors soit nous de prendre des actions de remédiation standard dans le produit, mais on va aussi être capable, pourquoi pas, de prévenir des personnes qui s'y connaissent, votre équipe SOC si vous en avez une, le SIEM. Donc on va être capable de détecter des choses, c'est-à-dire que ayant la big picture, finalement, ayant la capacité même de corréler les identités, de savoir que le Romain Liénard de l'Octa, c'est le même Romain Liénard que le GCP ou que le WS en réalité, même si c'est des comptes différents, et bien derrière, nous on a une big picture que le SIEM lui-même des fois n'a pas, parce que le SIEM, pour en avoir vendu pendant quelques années, j'ai 10 ans d'IBM au passage, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais donc je connais très bien les solutions de SIEM. Le SIEM, si on n'a pas en amont pensé à écrire une règle particulière qui target une attaque spécifique, le SIEM ne va rien voir, voilà, pour être très clair. Notre solution est pré-câblée, les connecteurs sont pré-câblés pour détecter des attaques distribuées sur un ensemble de systèmes. Et donc, si je tente de brute forcer le compte Romain Liénard sur GCP et que je tente de brute forcer le compte Romain Liénard sur Octa, par exemple, notre solution a capacité à merger finalement ces deux attaques et à considérer que c'est une seule et même attaque. Et donc, même parfois, peut-être que les triggers de l'attaque 1 et de l'attaque 2 n'étaient pas suffisants pour être détectés, mais que la fusion des deux va faire en sorte que nous, on voit ça comme une attaque et que c'est bien du brute force qui est en train d'avoir lieu. Et on va être capable potentiellement derrière de notifier le SIEM, de notifier une équipe SOC. Alors, on a en standard d'ailleurs, on le verra, plusieurs attaques par défaut qui sont détectables, et on peut derrière nous créer d'autres détections de menaces potentielles. Voilà, donc c'est justement ce qu'on voit ici. On va être capable de créer, par exemple, des politiques sur, je sais pas moi, le nombre d'IT admin, le nombre d'utilisateurs sans MFA, et derrière de positionner des triggers qui font que lorsqu'un certain nombre d'utilisateurs est atteint, par exemple, ou lorsqu'un nouvel utilisateur est détecté, eh ben, on déclenche automatiquement des actions de remédiation. Ça peut être prévenir quelqu'un, ça peut être envoyer un email, ça peut être bloquer l'utilisateur, déconnecter l'utilisateur. Donc tout ça, c'est des actions de remédiation en temps réel qu'on va être capable de faire. Donc là, on voit en bas quelques exemples où on détecte du MFA bombing, par exemple, on détecte du credential brute force sur un compte en particulier. Voilà. Donc c'est des règles qu'on va être capable de créer, qu'on fournit nous pour beaucoup en standard, mais qu'on va être capable de créer par-dessus pour derrière avoir des actions de remédiation en temps réel. Alors, je passe un peu les captures d'écran. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, c'est de continuer toujours, encore et toujours, à monitorer le statut, la santé, entre guillemets, de toutes ces applications pour vous prévenir dès que ça dévie, dès que vous vous écartez du droit chemin, et bien derrière, on vous le rappelle, avec des métriques, avec des notes. Hein, on donne des bonnes notes, comme à l'école, et derrière, on va vous dire, attention, votre application Tartampion, actuellement, vis-à-vis de la SOC 2, par exemple, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes que à 37% compliant. Et là, vous allez dire, mais mince, pourquoi je suis à 37% compliant? On peut zoomer et il va vous dire pourquoi vous êtes qu'à 37% de compliance vis-à-vis de la SOC 2. Parce que, par exemple, vos comptes aujourd'hui ne sont pas voltés, par exemple, dans Secret Server, parce que vos comptes ne sont pas avec du MFA dessus, tous en standard, etc., etc. Et donc, vous allez comme ça pouvoir avoir des insights, un ordre de marche à suivre pour tendre vers un optimum de qualité, une posture, une hygiène de sécurité idéale. Alors, comment ça marche la solution d'Elinéa pour le KEM et l'ITDR de manière assez pragmatique, c'est agentless, donc on n'a rien à installer sur les machines cibles, c'est des connecteurs. Donc vous allez déployer un connecteur sur la solution elle-même. Ce connecteur, lui, en général, vous allez lui fournir une clé d'API, par exemple, des client ID, client secret, enfin des trucs classiques qui lui permettent de se connecter au système cible, à Okta par exemple.
Et ensuite, une fois qu'il est connecté, eh ben, il va, via le jeu des REST API, des interfaces scheme par exemple, peu importe en fonction du scénario, du type de connecteur, il va derrière absorber la donnée. Donc ça peut prendre du temps en fonction du système cible, en fonction de la quantité de données qu'il y a sur le système cible. Et ben, il va falloir aller aspirer toutes les identités sur chaque système. Il va aller aspirer toutes les permissions, tous les groupes des utilisateurs. Il va aller aspirer les logs également de ces utilisateurs. Et il va commencer à faire une phase qu'on appelle de normalisation, où il va faire rentrer en fait toute cette donnée qui de base est dans des modèles de données totalement différents, hein. C'est-à-dire que la base de données d'un Okta ne sera pas avec le même format que la base de données d'un ping par exemple, mais lui derrière il va normaliser ça, il va appeler le champ username de la même manière pour tout le monde, et il va aller stocker ça dans une base unique qu'on va ensuite pouvoir requêter, ce sera l'occasion de le voir durant également la démonstration. Donc la base de travail, c'est vraiment cette phase de normalisation. On prend de la donnée, on injecte tout dans une table unique, enfin dans une base de données au format unique, pour ensuite avoir une base de travail commune sur laquelle on va ensuite être capable de s'appuyer pour faire du requêtage, pour faire de la détection et de la découverte de tout ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à maintenant. Donc les attaques basées sur les identités, les détections de comportements suspicieux grâce au log qu'on aura aussi également importé, et également derrière tous les aspects de permission, permission de surprivilège, permission non utilisée, etc., etc. Et enfin, pourquoi pas, une fois qu'on détecte, bien sûr, on répond, c'est-à-dire que détecter c'est bien, mais si on peut derrière déclencher des opérations automatisées, c'est mieux. Et donc cette phase de réponse. Alors en sachant que la phase de normalisation, de permission, etc., est un peu longue parce que c'est pas du temps réel, hein, on va absorber, ça peut prendre du temps, on normalise, etc. La phase de détection, elle, sur les données connues, est beaucoup plus rapide. Donc les phases de log, notamment, si il y a un brute force qui est en cours d'action, sera détecté beaucoup plus rapidement que pour les données en tant que telles des comptes utilisateurs, où là c'est un peu plus long parce que c'est moins grave entre guillemets. Et enfin derrière, ce que j'évoquais tout à l'heure, la capacité à éventuellement notifier le CIEM, notifier des équipes SOC et voir pourquoi pas même d'autres produits pour derrière être capable de prévenir donc les bonnes personnes les plus à même de répondre à la problématique qu'on vient de détecter. Donc technologiquement, on parle de, alors c'est deux solutions, mais qui en réalité vont souvent ensemble, hein. On va très rarement les décorréler, il n'y a aucun intérêt à faire ça en réalité. Donc Privilege Control for Cloud Entitlement, qui est donc le nom de notre solution de KIEM, qui est une solution donc, qui va permettre encore une fois de faire tout ce qu'on vient de voir, hein. Donc la découverte continue, l'interface unique pour requêter les données, savoir comment elles sont utilisées, qui n'a pas les bonnes permissions, qui n'a pas assez de MFA sur son compte, etc., etc., dans une interface unique, et également donc la couche additionnelle ITP, Identity Threat Protection, qui est notre solution d'ITDR, et qui, grâce aux données, c'est pour ça que je vous dis que les deux sont très liés, grâce aux données du KIEM, va être capable de détecter, de prendre des décisions, et derrière d'alerter éventuellement les bonnes personnes. Alors, avant de passer sur le slide qui dit merci, je vais passer sur la partie démonstration maintenant. Hop, je vais départager mon écran pour repartager cette fois-ci mon navigateur. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, hein. On pourrait les passer, nous après on les passera en revue en toute fin de session. On aura normalement un peu de temps on a prévu du temps pour répondre aux questions. Hop, alors. Ok, donc normalement là vous devez voir mon écran. Donc je suis justement connecté dans cette fameuse Delinéa plateforme, donc que nos clients existants reconnaîtront assez facilement. Donc pour nos clients existants, ils vont très souvent en général utiliser la partie Secret Server, qui est notre coffre-fort de mots de passe, notre solution de PAM de bastion, on appelle ça un peu comme on veut, dans lequel on va stocker des secrets, et depuis ces secrets, on va être capable d'établir des connexions sécurisées en SSH, en RDP ou autre, à des machines cibles hostées chez vous, à des partenaires, pourquoi pas à des externes également, de venir se connecter à ces machines grâce à des solutions VPNless, etc., etc. Mais le sujet du jour qui nous intéresse, nous, c'est plutôt la partie ici Discovery, puisque le KIEM, on considère que c'est de la découverte de comptes, donc au même cadre qu'on faisait aujourd'hui de la découverte des comptes on-prem, des comptes Unix, des comptes Windows sur un AD, des comptes Windows locaux de vos machines Windows, pourquoi pas des dépendances, des comptes de service type Windows Service, tâches planifiées, application pool de IS, etc. Eh ben, on a une nouvelle option ici qui est apparue, qui s'appelle les sources de permissions et de menaces. C'est les fameux connecteurs donc de notre solution de KIEM, où on va ici pouvoir lui indiquer comment il va se connecter à notre AWS, comment il va se connecter à notre Okta,
à notre ping, à notre Entra ID. Et ensuite, derrière, vous voyez le state ici qui est async, c'est-à-dire qu'il va se synchroniser régulièrement à ses sources pour aller absorber donc les données qui s'y trouvent. Il va mâchonner tout ça pendant quelques minutes, quelques heures, et derrière, il va le stocker, et nous, on va être capable de pouvoir commencer à naviguer dans cette donnée. Donc pour naviguer dans cette donnée, ici, on a une vue inventaire, où on retrouve alors, les ordinateurs qui auraient été découverts par la brique de discovery standard d'un secret server, par exemple, mais surtout ici la vue identité qui est la plus pertinente dans le cadre du KIEM. On va retrouver ici les 55 880 identités scannées par l'ensemble des connecteurs de ma solution PCCE, donc Privilege Cloud Control for Cloud Entitlement. Alors ces identités, eh ben, on peut en prendre une au hasard. Hein. Par exemple, ici j'ai Aziz Bandari, je clique dessus. On voit que derrière, c'est en réalité une identité qui possède deux comptes. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, l'aspect remédiation, ici, corrélation est importante. J'ai une identité, mais cette identité derrière a potentiellement plusieurs comptes. L'intérêt d'une solution de KIEM, c'est justement vous aider à voir la big picture et à savoir que cet utilisateur, en réalité, il a plusieurs comptes. Et sur chacun de ces comptes, a priori, il n'y a pas trop de problème ici. Le overall risque est plutôt faible. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas de problème particulier. Si ici je filtre un petit peu, par exemple, je vais cliquer sur la Account at Risk, vous voyez qu'il m'a créé ici une petite requête toute faite, Account Overall Risk in Height or Critical. Donc ça, c'est une requête, on verra, on peut en créer d'autres, qu'on appelle des collections ensuite. Il m'a trouvé des utilisateurs à risque. Alors pour certains d'entre eux, c'est des comptes avec des identités avec un seul compte. Alors a priori, il n'y en a pas forcément des traits très exotiques là-dedans. Donc je vais en prendre un quand même, je vais cliquer dedans, et je vais aller effectivement ici zoomer pour voir qu'il y a 34 incidents sur ce compte. Et donc ce compte, il est effectivement à risque. Il s'est passé des incidents. On peut aller voir les incidents ici, où on voit qu'il y a apparemment un compte qui a été créé alors qu'il n'aurait pas dû. Il y a un compte où il y a du MFA, enfin où il n'y a pas de MFA, pardon, alors qu'il aurait dû, etc. Et derrière, ce compte, derrière, me pose problème vis-à-vis de certaines données de compliance. Par exemple, il fait partie d'un surcoût d'administrateur. Il fait partie d'un compte qui devrait être techniquement suspendu ou désactivé. Il fait partie d'une collection de comptes où il n'y a pas de MFA. Et donc tout ça, ça a des impacts derrière sur la compliance. Je pourrais y revenir un petit peu plus tard. Donc c'est pas forcément le meilleur des comptes, cela dit, pour vous montrer l'aspect comment dire, corrélation des identités. Donc je vais revenir sur l'aspect global. Et je vais prendre du coup, par exemple, voilà, Ron Lieberman. Ron Lieberman, il me paraît pas mal aussi. Donc lui, il a 5 comptes. Si je clique sur l'aspect compte, ici, sur l'onglet compte, ici, on voit les différents comptes, les différentes comptes techniques de ce Ron Lieberman. On voit que derrière, il a potentiellement, d'ailleurs, même pas forcément les mêmes emails. On voit ici derrière, donc on a capacité à faire des règles de corrélation on va devoir lui expliquer comment il peut essayer de trouver des correspondances entre différents comptes qui n'ont pas forcément les mêmes métadonnées. Et pour chacun de ces comptes, il va nous dire le risque, est-ce qu'il est en risque médium, en risque critique, etc., etc. Et donc ensuite, on peut zoomer, on peut savoir pourquoi il est à risque, pourquoi il n'est pas à risque, etc. On a également tout l'aspect log qui va avoir lieu derrière. Donc là, si je vais sur les activités, par exemple, je vais retrouver tout ce que fait Ron Lieberman sur l'ensemble de ses identités. Là, je vois par exemple qu'il a fait un reset de mot de passe. Je vois qu'il a retiré un role assignment sur une application. Et c'est grâce à cette vision globale, en fait, cross-app, qu'on va être capable de détecter effectivement des comportements suspicieux de ce fameux Ron Lieberman, là où un SIEM aurait eu beaucoup plus de difficultés potentiellement à corréler toute cette information. Alors, requêter les identités, là je l'ai fait avec une requête toute faite, mais on peut techniquement écrire nous-mêmes les requêtes qu'on veut. D'accord. Donc on pourrait cliquer sur le petit plus ici, utiliser les petites macros, mais le plus simple, ça reste de les écrire, ces requêtes. Et par exemple, ici, si je lui dis, je sais pas moi, Okta admin users, voilà, on écrit un peu comme on pense. Et bien ici, alors attendez, j'ai mis quoi ah oui, non, parce que je vais plutôt préciser Okta app, et je ne vais pas mettre admin user, je vais mettre admin access, ça va être plus simple pour lui à comprendre. Voilà, et donc là, ça s'est transformé en account admin access in Okta. Et là, je vois que j'ai 15 identités qui, effectivement, je vois dans la petite colonne source app ici et tout, ont tous un lien avec Okta et sont donc techniquement administrateurs de l'application Okta. Et moi, je vais lui rajouter, par exemple, without MFA. Hop,
on ajoute, et là il va automatiquement me rajouter le filtre account is MFA enabled equal no. Et là j'ai un utilisateur qui a priori est admin Okta et n'a pas de MFA. Bon, et bien ça par exemple, est-ce que c'est pas un problème? C'est à vous de me le dire, mais en général la réponse est oui, c'est un problème. Déjà un compte qui n'a pas de MFA, c'est souvent un problème, mais si en plus il a les droits d'admin sur votre Okta, ça devient un vrai problème à mon sens. Ce genre de choses, là, ce genre de requêtes, eh ben, c'est la base en fait de la partie discovery, la partie détection et remédiation de la solution d'ITDR qu'on va voir juste maintenant, donc ITP chez nous, Identity Threat Protection. Pourquoi c'est la base? Eh ben parce que cette requête, je vais pouvoir la sauver pour créer, comme on voit là-haut ici, ce qu'on appelle des collections. Donc si on clique sur le bouton Save ici, je vais pouvoir lui donner un nom. Par exemple, je vais pouvoir lui donner Okta Admin Users Without MFA. Voilà, donc un nom qui est quand même assez self-explicite. Alors, je ne vais pas la sauver parce que je pense qu'elle existe déjà, cette requête en réalité. Mais cette requête, une fois qu'elle est créée, on va la retrouver ici sur la gauche dans la vue collection. Et donc ici, dans collection, eh ben, j'ai plein de requêtes déjà toutes faites par un ensemble d'utilisateurs. Donc c'est une plateforme partagée chez nous, chez Delineas, celle-ci. On voit d'ailleurs ici des requêtes assez similaires, des collections, accès à AWS sans MFA, AD admin without MFA. Voilà, donc c'est le genre de requête exactement similaire à ce que je viens de faire moi, mais sur d'autres applications. Et en fait, ces requêtes, on voit derrière qu'elles matchent un certain nombre d'utilisateurs. Par exemple, ici, j'ai 78 AD admin qui n'ont pas de MFA. Je peux cliquer dedans et je vais retrouver les identités en question qui n'ont pas de MFA. Et donc, pourquoi c'est important ça? Parce qu'en face de chacune de ces collections, je vais pouvoir cliquer ici sur les 3 petits points et lui demander de me créer une detection rule. Et la detection rule, c'est justement la partie ITDR, c'est la détection de menaces. Grâce à ça, on va être capable de lui dire, dès qu'un nouvel AD admin without MFA pop, dès que j'en ai un nouveau qui arrive dans la collection alors que je ne l'avais pas avant, par exemple, je veux que tu me déclenches ma règle de détection. Et donc, on va maintenant aller voir dans le Threat Center sur la gauche ici, les detection rules, et on va retrouver justement là où les règles de détection qu'on aurait pu créer. Alors, certaines sont basées sur des collections. Donc là, on vient de voir différentes collections que moi j'ai pu créer. Alors, attendez, je rafraîchis parce que j'ai un petit souci de réseau en arrière-plan. Voilà. On va retrouver ici plein de collections pour certaines qui ont été créées depuis des collections que nous on a créées auparavant, et certaines sont des règles de détection standard, out of the box. Donc là, le Suspicious Okta Activity, c'est moi qui l'ai créé par exemple, mais derrière, on va avoir des trucs en standard sur Privilege Escalation, on va avoir des trucs sur un compte qui est en train de se faire brute forcer, etc., etc. Donc tout ça, c'est des règles standards que nous on fournit et dont on va pouvoir tirer parti. Donc justement ici, si je cherche les brute force, voilà, compte sous brute force, je rentre dedans. Je vais voir l'impact en termes de compliance sur l'ISO, sur la SOC 2, sur le risque de la menace. Donc c'est un risque qui est assez élevé. Je clique ici. Et là, je vois que j'ai plusieurs comptes de mon Entra ID qui sont victimes de brute force. Et donc là, effectivement, si je prends une identité, je vais avoir un résumé de la menace. Donc on voit effectivement qu'il a corrélé ici le brute force depuis différentes IP adresses sur potentiellement différentes applications. D'accord ? On voit également derrière ici le graphe des permissions d'utilisateurs, etc., etc. Mais ce qui est important derrière, c'est qu'on va être capable de, encore une fois, faire de la remédiation automatique. Et donc sur un incident donné, si je reviens, alors lui c'est pas forcément le bon incident parce qu'il n'a pas de règle de remédiation active, mais je vais être capable, si je rentre ici et que je vais aller ici pour vous montrer, on va être capable d'automatiser derrière la désactivation du compte d'utilisateur, déloguer l'utilisateur également de ses sessions, et pourquoi pas derrière, on va être capable également via l'onglet Channels ici de notifier des personnes pour qu'elles puissent également prendre en compte le problème. D'accord ? On a une notion de workflow intégrée, donc ici vous voyez la notion assignee, où on peut s'assigner également cette tâche pour ensuite derrière s'assurer qu'elle est bien amenée à un niveau de remédiation suffisant en termes de gestion du risque. Okay. Et je terminerai sur un autre aspect très important. Donc, on a évoqué jusqu'à maintenant l'aspect requêtage, l'aspect normalisation de la donnée, requêtage de la donnée, sauvegarde des données sous forme de collection. Depuis ces collections, on va créer des règles de détection. On va être capable de faire de la remédiation en temps réel. Et j'ai évoqué tout à l'heure quelque chose qui était très important, c'est le suivi en continu, le monitoring, ensuite, pour l'avenir de tout ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à mettre des règles, que tout commence à retomber d'équerre, grâce à l'onglet ici Identity Posture, on va avoir une overview de toutes nos applications et ça va nous dire si on est bon ou pas bon sur l'ensemble de ces applications. En l'occurrence ici par exemple,
sur Okta, je suis à 48% de manière globale en termes de posture de sécurité. Et si je rentre dedans, si je rentre dans le détail, hop, et bien là, on va voir le détail compliance par compliance vis-à-vis de la 27001, vis-à-vis de la C-Star, vis-à-vis de la SOC 2. Et là, par exemple, voilà, 46% pour la SOC 2, c'est vraiment naze. Et pourquoi je suis à 46% vis-à-vis de la SOC 2? Et ben, j'ai cliqué dessus pour filtrer. Et ben, c'est parce que, par exemple, ici, dans les différents checks qui ont été réalisés et qui ont été échoués, et ben, par exemple, je vois que j'ai encore des admins qui n'ont pas de MFA. Et donc, le check ici est en failed. Et moi, ça, c'est un problème. Et donc, du coup, si je rentre dedans, et ben, on retourne sur l'onglet incident qu'on a vu tout à l'heure dans la partie détection de la menace, hein, mais on retombe ici sur le fait que j'ai Auria Aaron, qui est un admin et qui n'a pas de MFA. Et ça, c'est encore une fois un problème. En fonction des remediation steps qu'on aura mis, eh bien, on va pouvoir des fois automatiser des choses, ou des fois ça va simplement être contacter l'utilisateur, hein, prendre son téléphone et appeler la fameuse Auria pour lui dire active le MFA parce que tu nous mets en alerte et tu nous mets en défaut vis-à-vis de la SOC 2 par exemple. Mais voilà, donc ça va être en tout cas être capable derrière d'avoir des insights pour toujours essayer de garder une posture, enfin un cap pour assurer une bonne posture de sécurité au sens large. Voilà, il est 10h45, on s'était gardé un petit quart d'heure pour les questions. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Hop, je vais repartager la partie. Hop, share screen. Voilà. Hop. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Alors, oui, certains d'entre vous ont des questions. Attendez, je lis. Les sources, oui. Alors les sources qu'on peut brancher dans la solution, alors elles sont multiples. Hein. Ça va être les acteurs majeurs les acteurs majeurs du SaaS aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que tout ce qui va être AWS, GCP, Entra ID, c'est des trucs qu'on supporte standard, out of the box. On a la capacité également à se brancher à des IDP les plus usités sur le marché. Donc là, on a vu par exemple dans cette démonstration Ping, on a vu Okta, Entra ID. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont assez standards et qu'on supporte out of the box. On n'a pas migré aujourd'hui l'entièreté des connecteurs historiques de la solution lorsqu'on l'a acquise, donc une solution qui s'appelait Automize, hein, pour ne pas la nommer, qui a pour le coup un catalogue de connecteurs très, très important. On n'a pas aujourd'hui l'entièreté des connecteurs qui ont été migrés dans la Delinea plateforme, mais ils vont arriver, ils existent, donc c'est vraiment une question de temps. Donc après, au coup par coup, si vous avez des applications particulières, type, je sais pas moi, Workday ou autre, ça on pourra toujours en reparler un peu plus en détail dans un meeting dédié. Mais aujourd'hui, voilà, on a déjà un certain nombre de connecteurs qui existent et ce nombre de connecteurs augmente de jour en jour puisque, encore une fois, on migre ceux qui existent. Et c'était le cœur de métier d'Automize, donc on en a beaucoup. Et dans l'absolu, pour les plus attentifs, vous aviez peut-être vu aussi qu'on a capacité à faire des connecteurs custom, c'était dans une des slides à un moment. On peut faire du custom sur du Scheme, sur du REST API, et donc venir se brancher en théorie sur n'importe quelle source de données, même si derrière, il va falloir écrire le connecteur, et ça, c'est pas forcément ce qui est le plus simple non plus, parce que pour écrire le connecteur, il faut derrière être capable de comprendre comment marche l'application cible, pour ensuite être capable de savoir comment normaliser la donnée de cette application pour la stocker dans la base de données globale de la solution. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des synergies avec Secret Server? Alors, oui et non, c'est une très bonne question. Pas techniquement au moment où je vous parle, mais oui en termes de roadmap, puisque cette semaine, je crois, ou dans 2 semaines, je ne sais plus où ça en est en termes de délai, on va amener dans les actions de remédiation qu'on a vues aujourd'hui, on avait détection, on pouvait désactiver un utilisateur, on pouvait révoquer un utilisateur, le déloguer, etc. automatiquement. Et ben, on a une nouvelle option qui va apparaître, qui est volter l'utilisateur. Et notamment, dans les incidents par défaut qu'on va être capable de remonter, dans les collections par défaut, on va avoir plusieurs populations plusieurs catégories d'événements qui vont arriver, et parmi elles, il y a l'utilisateur n'est pas volté, l'utilisateur est un admin et il n'est pas volté, etc., etc. Et donc, on va être capable de créer de l'automatisation de volting de compte quand on va trouver dans ces environnements multi-cloud justement un utilisateur qui n'est pas volté alors qu'il devrait l'être.
Voilà. Donc là, effectivement, c'est encore une fois un exemple de synergie qu'on a par le jeu de nos différents rachats technologiques. C'est qu'on rachète une technologie qui, en tant que telle, fait très bien son travail, mais derrière, on essaie d'en tirer parti un maximum, de voir qu'est-ce que, pour le PAM, ça pourrait nous apporter. Et bien, en l'occurrence, vis-à-vis d'un secret server, ça pourrait automatiser, du coup, comme on le fait déjà avec notre brique de discovery classique dans un secret server, on pourrait onboarder automatiquement les comptes qu'on trouve dans un secret server, ce qui derrière faciliterait la tâche des administrateurs. Ils n'auraient pas à communiquer ça, ils n'auraient pas à demander aux utilisateurs eux-mêmes de le faire, ils n'auraient pas derrière de problème vis-à-vis de la SOC 2, l'ISO 27001, etc., parce que tout sera géré automatiquement par la solution d'ITDR. Alors, le pricing, c'est une très bonne question. Effectivement, donc la plupart de nos solutions sont gérées à l'identité utilisateur, entre guillemets, celui qui est derrière son clavier. Ce n'est pas le cas, enfin, si c'est le cas indirectement, pour cette solution-là, c'est à l'identité. Donc, l'identité au sens large. Donc, moi, je suis Romain Liénard, c'est une identité. Après que moi, j'ai 19 comptes sur 19 applications SaaS, et ben, ça reste une seule identité. Et donc, c'est comment dire, notre solution PCCE et ITP est pricée à l'identité, donc on a du tiering. Par exemple, le premier tiers, je sais pas, ça va être 500 identités, 1000 identités, et donc c'est comme ça qu'on fait notre licensing pour cette application. Ok, je vois pas forcément d'autres questions. Si vous en avez, c'est le moment. Ok, Linda, je sais pas si tu en as eu de ton côté en direct, mais Non, parce que j'en je ai sais pas que eu. moi j'en avais une qui Mm. était en direct, donc c'est pour ça que Ouais. Ok. Bah, écoute, Linda, je te laisse dire le mot de la fin si tu veux. Oui, merci Romain, merci Cécile pour l'organisation, merci à vous tous pour votre attention et votre présence. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, vous trouvez nos coordonnées sur le slide. Vous allez recevoir un email avec le lien pour revisualiser le webinaire si besoin. Et voilà, merci encore une fois et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Au revoir.